Le maillet en bois reste suspendu dans les airs, tel un marteau au-dessus d'un clou. Le bras du juge Andrew est levé bien haut. Sa voix est grave et assurée lorsqu'il commence à prononcer les mots qui changeront une vie à jamais. Cynthia Johnson. Une porte claque. Toutes les têtes de la salle d'audience se tournent d'un seul mouvement. Un homme maigre, vêtu d'un manteau marron en lambeaux, trébuche en entrant. Sa barbe et ses cheveux sont longs, broussailleux. De la poussière colle à ses manches. Sa poitrine se soulève et s'abaisse comme s'il avait couru depuis la rue. Ne la condamnez pas. Elle est innocente. Crie-t-il. Un souffle d'étonnement parcourt l'assistance comme une vague. Le greffier laisse tomber son stylo. Une femme dans le public se couvre la bouche. Le maillet s'arrête net en plein vol. Le juge Andrew cligne des yeux, stupéfait, et abaisse lentement son bras. L'homme brandit un vieux téléphone rafistolé avec un élastique. « Monseigneur, j'ai des preuves. » Silence. Même l'air semble cesser de bouger. Cynthia se tient dans le box des accusés, les mains tremblantes. Elle est belle, mais son visage est pâle de peur. Elle porte une simple robe noire et un foulard assorti. Des larmes brillent dans ses yeux. C'est une PDG milliardaire. Et pourtant, à cet instant, elle ressemble à une petite fille perdue. Le juge Andrew se penche vers l'avant. « Qui êtes-vous, et pourquoi ce tribunal devrait-il vous écouter ?» L'homme déglutit. « Je m'appelle Sam. » Le juge l'observe encore un instant, puis prend la décision que personne n'attendait. Qu'il parle. Un murmure agité envahit la galerie. Deux agents de sécurité judiciaire s'approchent de Sam, prêts à l'immobiliser s'il ment ou tente de fuir. Sam garde les yeux fixés sur le juge. « Monseigneur, » dit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Le matin où Johnson Jude est mort, j'étais dans l'immeuble de 2 étages inachevé, juste à côté de leur demeure. » Il baisse les yeux vers ses mains, puis les relève. « Je sais ce qui s'est passé. Je l'ai vu. » Le tribunal retient son souffle. Quelques heures plus tôt, Lagos s'était éveillé sous un ciel lumineux et le vacarme des klaxons. Dans le manoir de Cynthia, la journée n'avait rien de lumineux. Cynthia se tenait dans la cuisine, un petit couteau à la main. Elle venait de peler des oranges pour son mari, Johnson. Du jus perlait encore sur ses doigts. Ses yeux étaient rouges, marqués par une longue nuit. Les mots d'une dispute flottaient toujours, lourds, dans l'air. « Tu m'as promis l'honnêteté » avait-elle dit. « J'ai besoin d'honnêteté, Johnson. » Johnson s'était passé une main sur la tête. « Et je t'ai dit que je règle ça. » Ils s'aimaient, mais le stress avait creusé des trous dans leur patience. Pression liée aux affaires, rumeurs, gens qui leur souriaient en face et les poignardaient dans le dos. L'entreprise de Cynthia avait grandi vite et fort. Ce qui signifiait qu'elle avait des rivaux qui voulaient sa chute. Elle le savait. Mais elle ignorait jusqu'où certains pouvaient aller. La dispute s'était apaisée, puis avait repris, comme les vagues qui s'écrasent sur une plage. Finalement, Johnson avait reculé. « On en parlera plus tard », dit-il doucement. « Respirons. » Cynthia avait hoché la tête, encore blessée, toujours le petit couteau à la main. Elle le pointait en parlant, avec des gestes brusques et nerveux, mais elle ne s'approchait pas. Johnson avait levé les 2 mains, tentant de l'apaiser. Dehors, derrière la haute clôture, la vie suivait son cours. Un vendeur ambulant criait à propos du pain. Une moto vrombissait, et dans le squelette du bâtiment inachevé voisin, un homme en manteau déchiré, Sam, observait le monde depuis les ombres. Sam n'avait pas toujours été sans abri. Il avait eu un bureau, un siège stable, un travail avec des ordinateurs, des caméras et la connaissance des façons dont les gens cachent leurs actes. Mais quand la vie l'avait frappé, sans prévenir, tout ce qu'il possédait lui avait échappé comme du sable entre les doigts. Ce qui lui restait, c'était un esprit vif, un regard attentif et une habitude. Remarquer ce que les autres manquaient. Il avait dormi dans ce bâtiment inachevé pendant 3 nuits. Proche de la maison de Cynthia, donc proche de la nourriture, des odeurs et des bruits des talkie-walkie des agents de sécurité.
La plupart des nuits, Sam s'y sentait en sécurité. Mais ce matin-là, alors que le soleil montait, il avait senti un autre bruit. Un silence qui avait une forme. 2 hommes s'étaient glissés par la porte latérale du manoir. Ils avançaient comme s'ils étaient chez eux, mais leurs yeux étaient trop vifs. L'un portait une casquette enfoncée sur le front. L'autre vérifiait sans cesse son téléphone, puis sa poche, puis le téléphone encore. Ce n'étaient pas des livreurs. Pas des invités. Le ventre de Sam s'était noué. Il avait sorti son vieux téléphone de sa poche. L'écran était fendu en 3 endroits. La batterie affichait une ligne rouge mince. Mais la caméra fonctionnait encore. Il avait appuyé sur « Enregistrement ». Dans la cuisine, Johnson s'était tourné vers la porte arrière en entendant un bruit. Il avait fait un pas. Les 2 hommes étaient entrés rapidement. « Johnson !» cria Cynthia, en s'interposant entre lui et les intrus. Parce que l'amour est étrange ainsi, il vous fait agir avant même que votre esprit ne réfléchisse. Tout devint chaotique et bruyant. Des cris, un éclat de métal, une lutte qui raclait les chaises sur le sol. Les mains de Sam tremblaient tandis qu'il filmait, mais il gardait son téléphone levé, capturant les visages, les détails. L'homme à la casquette sortit une lame. L'autre aboya un ordre. Johnson tenta de se défendre. Il était fort, mais le couteau allait plus vite. Trop vite. Non, hurla Cynthia. Les hommes la saisirent par les bras. Dans la panique, le petit couteau à fruits glissa de sa main. L'un des hommes le ramassa, l'enduisa de sang, puis le jeta près de Cynthia, effondrée en sanglots sur le corps de son mari. Au loin, des sirènes se mirent à hurler. Les 2 hommes s'enfuirent par où ils étaient venus. Sam continua de filmer jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Il savait ce qui allait se passer ensuite. Les gens verraient Cynthia en pleurs, avec un couteau à côté d'elle. Ils se rappelleraient la dispute du matin et feraient entrer la mauvaise histoire dans la bonne forme. Tout le monde sait à quelle vitesse une histoire peut se retourner contre le faible, même quand la femme, faible, est une milliardaire. Alors Sam fit ce qu'il pouvait. Il enregistra la vidéo sur son vieux téléphone. Il se cacha. Et lorsqu'il apprit la tenue du procès, et que le verdict approchait à grands pas, il décida d'utiliser la seule chose qui lui restait, la vérité qu'il avait filmée. À présent, dans la salle d'audience bondée, Sam termine son récit. Sa voix tremble. Les assassins sont entrés, ils ont poignardé Johnson, traîné Cynthia, pris son petit couteau, l'ont couvert de sang, puis l'ont jeté à côté d'elle. Monseigneur, la police l'a trouvé en pleurs, avec ce couteau près d'elle. Personne ne l'a cru. Mais moi, j'ai la vidéo. Le visage du juge Andrew est grave. Vous affirmez avoir enregistré cela avec ce téléphone? Oui, monseigneur. Sam lève son vieil appareil. Il paraît trop faible pour contenir quelque chose d'aussi lourd. Le greffier s'avance précipitamment. Monseigneur, puis-je? À un signe du juge, le greffier prend le téléphone avec la délicatesse qu'on accorde à un oisillon. Il échange à voix basse avec un agent du tribunal. Un câble apparaît. Une barre de progression rampe sur l'écran d'un ordinateur. Les spectateurs se penchent. Les journalistes serrent leurs stylos. L'avocat de Cynthia ferme les yeux, puis les rouvre comme s'il n'osait espérer. Cynthia elle-même s'agrippe au rebord du box, les jointures blanches, des larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis son arrestation, elle ressemble à une femme qui voit le soleil après une longue nuit. Le juge Andrew s'éclaircit la voix. Ce tribunal va visionner la vidéo. Le grand écran au fond de la salle s'allume. Le premier plan montre des poutres de béton tremblantes, une vue oblique à travers une fenêtre, et le vert vif d'un manguier dans un coin. L'horodatage clignote. L'angle change. On voit maintenant la porte arrière du manoir. Le silence est si profond que le bourdonnement de la climatisation ressemble à un tambour. Lancez, dit le juge. La vidéo démarre. Les 2 hommes se faufilent par la porte latérale, visage à demi caché,
geste rapide. Qui sont-ils? Chuchote quelqu'un dans le public. Silence, répond un autre. Les hommes se rapprochent de la porte. L'un lève les yeux, et l'espace d'un instant, son visage est clair. L'image tremble, mais elle est assez nette pour blesser. Cynthia porte la main à sa bouche. Ses épaules tremblent. Les hommes surgissent dans la cuisine. Du bruit éclate. Une chaise racle. Johnson fait face avec courage. Il tente de les repousser. La lame scintille. Cynthia hurle depuis le box. Un cri brisé lui échappe, comme si le souvenir se rejouait devant tous. Stop. L'écran se fige sur un visage. Un grand cri d'effroi secoue la salle. Le visage est désormais bien visible. Les yeux sont froids. La mâchoire crispée. Dans la main du deuxième homme, un téléphone brille sous sa casquette. Une bouche se tord en un petit sourire cruel. Quelqu'un dans le public murmure un nom. Les agents du tribunal échangent un regard. Les yeux du juge Andrew se plissent. Reconnaissez-vous ces hommes? Le greffier tripote la télécommande. Monseigneur, nous pouvons avancer l'image. Non, dit doucement le juge. Pas encore. Il se tourne vers Sam. Si cette vidéo est authentique, vous avez fait preuve de courage. Si elle ne l'est pas, sa voix s'éteint. Tout le monde comprend la suite. Sam reste parfaitement immobile. Elle est réelle, monseigneur. Le juge Andrew fixe Cynthia. Elle pleure à présent à visage découvert, mais quelque chose de nouveau apparaît dans ses traits. Ce n'est pas la victoire. Pas encore. C'est la petite lueur qui surgit quand les ténèbres commencent à se fendre. Le juge tapote son bureau du doigt. Une fois. 2 fois. Le son résonne, lent et lourd. Nous visionnerons l'enregistrement complet, dit-il enfin. Mais avant cela, je dois savoir. Les portes de la salle s'ouvrent à nouveau. Un officier en uniforme entre, essoufflé, un papier à la main. Il le glisse au greffier, qui l'apporte au juge. Le juge Andrew lit la note. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Il lève les yeux vers la foule, puis vers le visage figé sur l'écran. Cela change tout, dit-il. Continuez, ordonne-t-il. Le doigt du greffier flotte au-dessus du bouton « Lecture ». La salle se penche d'un seul mouvement. L'écran vacille, puis la salle d'audience devient aussi silencieuse qu'un cimetière. Tous les regards se fixent sur l'image figée. Les visages des assassins sont là, suffisamment nets pour être reconnus même du fond. Cynthia serre la barre de bois du box si fort que ses jointures blanchissent. Pour la première fois depuis le début de son procès, elle n'a plus peur de la mort. Elle a peur de l'espoir. L'espoir est dangereux. Il peut élever l'âme, pour mieux la briser si les choses tournent mal. Le juge Andrew tapa une fois sur le bureau, sa voix perçant l'air lourd. Lancez la vidéo. L'agent informatique appuya sur le bouton. La salle d'audience regarda, fascinée, alors que les assassins s'engouffraient dans la cuisine de Cynthia. La voix de Johnson retentit, criant, se battant pour protéger son foyer. Le hurlement terrifié de Cynthia emplit la salle, répercuté par les haut-parleurs. Puis vint le poignardage brutal, le sang, le chaos. La vidéo montrait tout. Les assassins traînant Cynthia, le couteau tombant de sa main, la façon cruelle dont il l'avait enduit du sang de Johnson avant de le jeter près d'elle. Des exclamations éclatèrent. Une femme s'évanouit. Quelqu'un cria « Jésus !» tandis qu'un autre murmura « Abomination !» Quand la vidéo se termina, l'écran devint noir. Le juge Andrew s'inclina dans son fauteuil, le visage impassible. Pendant un instant, on eut l'impression que tout Lagos pesait sur la salle. Puis il parla. Ce tribunal identifiera ces hommes. Le greffier s'avança précipitamment, les mains tremblantes. Monseigneur, à partir de cette image, ces hommes semblent être Jerry Hume et Mesha Okoye. La salle d'audience éclata en chaos. Les journalistes griffonnaient furieusement. Les spectateurs criaient, et les beaux-parents de Cynthia,
qu'il avait accusés depuis le début, restèrent figés, la honte brûlant déjà leurs joues. Le juge Andrew frappa de son maillet. Bang! 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 Ordre! C'est toujours mon tribunal. Le silence retomba, seulement interrompu par les sanglots discrets de Cynthia. Cette nuit-là, tandis que la ville bruissait de rumeurs sur cette révélation choquante, la police passa à l'action. Des affiches de recherche de Jerry et Mesha inondèrent Lagos. Les chaînes d'information diffusaient la vidéo en boucle. Les visages des assassins s'imprimèrent dans tous les yeux du Nigeria. Le matin venu, les gros titres criaient. Un sans-abri sauve une PDG milliardaire de la peine de mort. Cynthia Johnson, innocente, les assassins en fuite. Mais le plus grand choc arriva avant midi. Jerry et Mesha furent arrêtés. Les deux hommes furent traînés au tribunal le lendemain, les poignets enchaînés, le visage dur mais craintif. La galerie était pleine de spectateurs impatients de voir ce qui allait se passer. La voix du juge Andrew résonna. « Vous êtes Jerry Hume et Mesha Okoye. Correct ? » « Oui, monseigneur, » murmura Jerry. « Avez-vous tué Johnson Jude ?» Les lèvres de Jerry tremblaient. Pendant un instant, on crut qu'il allait mentir. Mais Mesha céda le premier. « Oui, monseigneur, » cria-t-il. « Nous l'avons fait. Mais on nous a envoyés. » La salle d'audience poussa un souffle choqué. Le juge Andrew se pencha en avant, les yeux perçants. « Par qui ?» La voix de Mesha tremblait. « Par Henry Owena. Le plus grand rival commercial de Cynthia. » Le nom tomba dans la salle comme une pierre dans l'eau calme. Des murmures se répandirent. Certains haltèrent, d'autres jurèrent à voix basse. Les genoux de Cynthia fléchirent. Elle faillit tomber. Mais son avocat la soutint. Sam, debout au fond, serra les poings. Il savait combien les affaires à Lagos pouvaient être sales. Mais tuer un homme et accuser sa femme innocente, c'était au-delà de la cruauté. Le juge leva la main pour réclamer le silence. Amenez Henry Owena devant ce tribunal immédiatement. Ce soir-là, dans sa cellule, Cynthia tremblait, les mains jointes, murmurant des prières. Elle pensa à sa fille Amara, tenue à l'écart du tribunal pour sa protection. Elle pensa à Johnson, son mari aimé, maintenant perdu à jamais. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne savait pas si elle pleurait de soulagement que la vérité allait enfin éclater, ou de chagrin qu'il ait fallu le sang de Johnson pour la révéler. Dans un coin de son esprit, un nom résonnait encore et encore. Sam, le sans-abri qui avait tout risqué pour la sauver. Elle se demanda. Pourquoi m'a-t-il aidé? Qui est-il vraiment? Le lendemain matin, le tribunal était si plein que des gens se tenaient dehors juste pour entendre les voix étouffées à l'intérieur. Henry Owena fut amené, vêtu d'un costume bleu marine, le visage fier, mais les yeux fuyants et nerveux. La foule siffla. Cynthia releva la tête. Pour la première fois, elle affrontait son rival. Ses yeux brûlaient de colère et de douleur. La voix du juge Andrew tonna. « Henry, Abena, vous êtes accusé de complot en vue de commettre un meurtre et d'avoir fait accuser une femme innocente. Que plaidez-vous » Henry esquissa un sourire. « Non coupable, monseigneur. Mais les preuves, la vidéo, l'aveu des assassins, les dossiers de rivalité, tout était contre lui. Le procès venait de commencer, mais déjà, tout le monde dans la salle sentait l'orage approcher. Et tandis que Cynthia joignait les mains, les larmes lui brûlant les yeux, une pensée la frappa comme un éclair. Si Sam n'avait pas agi, elle serait déjà morte. Le juge frappa son maillet. Ce tribunal se réunira à nouveau demain. Henry Owena, Jerry Hume et Mesha Okoye resteront en détention jusqu'à nouvel ordre. Le maillet frappa à nouveau. Bang! La foule éclata en bruit. Au fond, Sam se tenait silencieux, son vieux manteau lâche sur les épaules, observant tout se dérouler. Il avait sauvé Cynthia une fois. Mais au fond de lui, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Le tribunal de Lagos débordait. Des journalistes aux citoyens ordinaires,
Tous voulaient assister au procès d'Henry Oena, le milliardaire accusé d'avoir orchestré le meurtre de Johnson Judd. L'atmosphère était lourde, presque électrique, les chuchotements se propageant comme des abeilles agitées. Cynthia était assise dans le box, ses poignets désormais libres des menottes. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus traitée comme une criminelle. Pourtant, son cœur battait à tout rompre alors qu'elle fixait Henry, l'ancien rival de son mari. Il était assis dans le box des accusés, épaule droite, le visage dur et arrogant, persuadé que sa richesse et son influence pouvaient encore le protéger de la justice. Mais derrière tout ce bruit et cette tension, un homme restait dans l'ombre, Samedi. Il se tenait au fond, silencieux, son manteau marron en lambeaux, la barbe longue, les yeux porteurs d'histoires que personne d'autre ne connaissait. Les procédures commencèrent avec le procureur appelant Emma et Jerry, les assassins, à la barre des témoins. « Qui vous a ordonné de tuer Johnson Judd ?» demanda le procureur. Les deux hommes hésitèrent, nerveux, jusqu'à ce qu'enfin m'échappe Henry. « C'était lui, monseigneur. Il nous a payés. Il a dit que Johnson devait disparaître et que sa femme devait prendre la faute. » La salle d'audience haleta. Cynthia ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Henry se pencha en avant, la voix froide. Mensonge. Ils mentent pour se protéger. Le juge leva la main pour réclamer l'ordre. Nous examinerons toutes les preuves. Alors que le procès s'éternisait, l'avocat de Cynthia demanda que Sam soit appelé à témoigner. Toute la cour se tourna vers l'homme misérable dans le coin. Beaucoup fronçaient les sourcils, certains se moquaient même. Un sans-abri dans une salle d'audience remplie de milliardaires et d'avocats. Sam avança lentement, ses chaussures usées, ses pas incertains, mais ses yeux brûlaient de conviction. Il s'installa dans le box des témoins, leva la main et prêta serment. « Énoncez votre nom » ordonna le greffier. « Je m'appelle Samuel Chukwudi, dit-il, la voix stable malgré les murmures. « Et votre profession » Sam hésita. « J'étais ingénieur en logiciel. Aujourd'hui, je suis sans abri. » La foule poussa un nouveau souffle d'étonnement. La bouche de Cynthia s'ouvrit. Le juge se pencha en avant. « Ingénieur en logiciel » Expliquez. Sam hocha lentement la tête. « J'ai travaillé pour l'une des plus grandes entreprises tech d'Abuja. J'avais une famille, une femme, une fille. Mais la corruption, la trahison et de fausses accusations m'ont tout pris. J'ai tout perdu. Depuis, je vis dans la rue, mais je n'ai jamais cessé d'observer. Je n'ai jamais cessé d'enregistrer ce que je voyais. C'est ainsi que j'ai surpris ces hommes en train de tuer Johnson Judd. » La salle se figea. Sam leva son vieux téléphone dans sa main. Ce téléphone a sauvé la vie de Cynthia. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la première fois que je vois l'ombre de Henry Oena dans le sang. Tous les regards se tournèrent vers Henry, qui serra la mâchoire. « Que voulez-vous dire » demanda le juge, la voix tranchante. Sam inspira profondément, sa voix tremblant à la fois de douleur et de colère. « Il y a 5 ans, mon entreprise a mis au jour une fraude liée à l'une des sociétés de Henry. Quelques semaines plus tard, ma maison a été incendiée. Ma femme et ma fille sont mortes dans cet incendie. » Un cri échappa des lèvres de Cynthia. La salle d'audience éclata. Je n'avais plus rien. Seulement ce manteau, ce téléphone, et la volonté de vivre. Alors, j'ai disparu, jusqu'à ce que je voie les mêmes hommes, Jerry et Mesha, cambrioler le manoir de Cynthia cette nuit-là. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux une nouvelle fois. Le juge frappa furieusement de son maillet. Bang! 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 Ordre dans ce tribunal. Mais le mal était fait. La vérité était sortie. Sam n'était pas un simple sans-abri. C'était un homme brisé, portant des cicatrices. Et maintenant, ces cicatrices déchiraient l'obscurité autour d'Henry Oena. Henry brisa enfin son silence. Il se leva, la voix montant de colère. C'est de la folie. Cet homme est délirant.
Il n'a aucune preuve me liant à sa soi-disant tragédie. Monseigneur, ce n'est rien d'autre qu'une performance émotionnelle pour me discréditer. Les yeux de Sam croisèrent ceux d'Henri. Il n'y avait aucune peur, seulement le feu. J'ai peut-être tout perdu, mais j'ai encore la vérité, et elle est plus forte que votre argent. La galerie éclata d'approbation. Le juge rétablit l'ordre une nouvelle fois. Cynthia se tourna sur son siège, les yeux fixés sur Samedi. Pour la première fois, elle voyait non seulement un sauveur, mais un homme qui avait saigné en silence, et qui choisissait de se battre pour la justice, même quand il ne lui restait rien. Elle murmura alors. Dieu l'a envoyé. Mais au fond, Sam savait quelque chose que Cynthia ignorait. Henri Oena ne se rendrait pas sans lutter. Il avait des alliés puissants, des hommes dangereux vivant dans l'ombre. Le procès était loin d'être terminé. Lorsque Sam descendit du box des témoins, un frisson le parcourut. Il le sentit jusque dans ses os. Quelque chose de plus sombre approchait. Le lendemain matin, la haute cour de Lagos était plus remplie que jamais. À l'extérieur, les policiers peinaient à contenir la mer de personnes venues assister à l'affrontement. Les journalistes levaient leurs caméras, prêts à capturer l'histoire. À l'intérieur, Cynthia était assise, calme, son uniforme noir impeccable, son headtie bien attaché, mais ses yeux étaient agités. Elle priait à voix basse. À côté d'elle, son avocat lui murmurait des encouragements. De l'autre côté de la salle, Sam s'adossait au mur dans son vieux manteau marron, observant en silence. Au box des accusés, Henri Oena ajustait son costume bleu marine et souriait avec arrogance. Même si ses rivaux avaient été exposés, il semblait impassible. Il avait un plan. Le juge frappa le maillet. Ouverture de la séance. Poursuivez. L'avocat d'Henri, un homme grand et élégant nommé Barista Okoro, se leva avec assurance. Monseigneur, avant que ce tribunal ne condamne mon client, considérons une vérité. Une vidéo ne suffit pas. N'importe qui peut falsifier une vidéo. N'importe qui peut payer des témoins pour mentir. Il se tourna brusquement vers Sam. Et que voyons-nous ici? Un sans-abri, brisé, amer et rempli de haine envers mon client. N'est-il pas l'homme parfait pour faire accuser un innocent? La salle d'audience halta. L'avocat de Cynthia se leva. Objection, Monseigneur. Cette déclaration attaque le caractère, pas les preuves. Mais l'avocat d'Henri continua, sa voix ferme et autoritaire. Monseigneur, Samuel Chukwudi a admis avoir perdu sa femme et sa fille dans un incendie. Il prétend qu'Henri Obena en est responsable. Mais où est la preuve? Nulle part. À la place, il vient avec un téléphone, un vieux téléphone suspect, et soudain, il contient la preuve miraculeuse qui innocente Cynthia. Cela ne ressemble-t-il pas à une fabrication? La galerie éclata de murmures. Certains hochèrent la tête, d'autres la secouèrent. Les poings de Sam se serrèrent, tout son corps tremblant de rage. Le juge imposa le silence d'un coup ferme de son maillet. Ordre. Le témoin se retiendra. Sam s'avança, la voix emplie de passion. Monseigneur, je n'ai peut-être rien, mais je ne mentirai jamais devant Dieu. Ce téléphone détient la vérité. J'ai vu ces hommes tuer Johnson de mes propres yeux. Si vous doutez de moi, faites venir des experts en criminalistique. Testez la vidéo. Vérifiez le téléphone. Si c'est faux, laissez-moi périr à la place de Cynthia. La foule halta. La main de Cynthia vola à sa bouche, les larmes coulant sur son visage. Le juge observa Sam attentivement, sa voix s'adoucissant un instant. Vous êtes soit un menteur, soit l'homme le plus courageux à avoir jamais comparu dans ce tribunal. Mais Henri n'en avait pas fini. Il se pencha en avant, sa voix résonnant dans la salle. Monseigneur, puis-je rappeler qui est Cynthia Johnson? Une femme d'affaires milliardaire, héritière de richesse et de pouvoir. Elle a de nombreux ennemis. Pourquoi cela devrait-il être moi? Peut-être a-t-elle monté toute cette histoire pour détourner l'attention de ses propres crimes. Cynthia bondit,
furieuse. Mensonge. Mon mari était ma vie. Je ne. Le juge interrompit d'un coup sec. Le silence retomba. Cynthia se rassit, tremblante, ses larmes tombant sur ses genoux. Puis vint le rebondissement. L'avocat d'Henri sortit une pile de documents. Monseigneur, nous avons des relevés bancaires montrant des transferts mystérieux vers le compte de Samuel Chukudi pour un total de 5 millions de Naira, juste une semaine avant que la vidéo ne soit diffusée. La galerie explosa. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Cynthia se tourna vers Sam, choquée. Les yeux de Sam s'écarquillèrent. « Ce n'est pas vrai !» s'écria-t-il, la voix brisée. « Je n'ai jamais reçu une telle somme. » L'avocat d'Henri sourit avec cruauté. « Ah oui ? Parce que les relevés disent le contraire. Peut-être que ce sans-abri n'est pas si pauvre après tout. Peut-être a-t-il été payé pour piéger mon client. » La salle d'audience plongea dans le chaos. Même Cynthia semblait ébranlée, le doute passant dans ses yeux. Le juge frappa de son maillet. Bang! 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 Ce tribunal sera ajourné jusqu'à demain. Les relevés financiers doivent être vérifiés. Samuel Chukudi, vous êtes désormais sous enquête pour possible complicité. Cette nuit-là, Cynthia resta seule dans sa cellule, le cœur déchiré. Elle voulait croire Samedi. Il avait risqué sa vie pour la sauver. Mais ces documents, et si Henri avait raison? Pendant ce temps, Sam arpentait les rues froides de Lagos, son vieux téléphone serré dans sa main. Il n'avait ni maison, ni lit, seulement sa détermination. Pour la première fois, il sentit le monde se retourner contre lui. Il se murmura à lui-même. « Je ne peux pas les laisser gagner. » Pas encore. Mais dans l'ombre de la ville, les hommes d'Henri bougeaient déjà. Ils avaient planté les faux relevés bancaires et préparaient maintenant le coup final pour faire taire Sam à jamais. Le lendemain matin, la haute cour de Lagos ressemblait à un champ de bataille. Des policiers armés gardaient les entrées, maintenant l'ordre face à la foule rugissante. Les gros titres à travers le Nigeria parlaient des prétendus transferts bancaires de Samedi. Pour beaucoup, le doute s'était insinué. Cet homme sans abri était-il vraiment un héros ou simplement un pion entre les mains des riches? À l'intérieur de la salle d'audience, Cynthia était pâle et épuisée, assise dans le box des accusés. Son cœur était partagé. Une part d'elle faisait encore confiance à Sam, mais une autre était hantée par ses relevés bancaires. Elle baissa la tête et murmura une prière silencieuse. Sam entra, escorté par les policiers. Son vieux manteau marron pendait sur ses épaules fragiles, sa barbe hirsute, ses yeux fatigués, mais un feu brûlait en eux. Il savait que c'était sa dernière chance de laver son nom et celui de Cynthia. En face de lui, Henri Obena était assis droit dans son costume bleu marine, un sourire confiant sur les lèvres. Il croyait la victoire à portée de main. Le juge frappa du maillet. Ouverture de la séance. La vérité sera révélée aujourd'hui. Le parquet fit venir un témoin surprise, un jeune homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'une chemise et d'un pantalon simple. Ses mains tremblaient alors qu'il prêtait serment. « Énoncez votre nom », dit le greffier. « Je m'appelle Victor. Victor Abina, balbutia-t-il. La salle d'audience poussa un souffle d'étonnement. Les yeux de Cynthia s'écarquillèrent. Même Sam se figea. Victor était le propre fils d'Henri Obena. La voix du juge tonna. « Vous êtes le fils de l'accusé ? » « Oui, monseigneur, » murmura Victor. « Mais je ne peux plus garder le silence. Mon père, il a tout planifié. » La salle éclata. La voix de Victor se brisa en poursuivant. « Il a engagé Jerry et Mesha pour tuer Johnson Jude. Il leur a ordonné d'incriminer Cynthia. Et quand Samuel a révélé la vérité, il a créé de faux relevés bancaires pour le détruire. Je sais cela, car c'est moi qui l'a forcé à falsifier ces documents pour lui. » Le chaos envahit la salle. Les journalistes criaient. Les spectateurs hurlaient. Cynthia se couvrit la bouche, en état de choc, les larmes coulant librement. Sam agrippa la rambarde de bois devant lui,
submergé. Henri bondit de sa chaise, furieux. Mensonge. Mon propre fils ment contre moi. C'est de la folie. Victor se tourna vers son père, les larmes aux yeux. Non, papa. La folie, c'est le sang sur vos mains. Je ne peux plus porter vos péchés. Le juge exigea le silence. Des experts en criminalistique furent immédiatement appelés. En quelques heures, les relevés bancaires furent analysés. La vérité était indéniable. Les transferts sur le compte de Sam étaient faux, habilement manipulés par les hommes d'Henri. La voix du juge résonna dans la salle. Ce tribunal déclare Henri Oena coupable de complicité de meurtre, d'entrave à la justice et de tentative d'incrimination de Cynthia Johnson et Samuel Chukwudi. Il est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le maillet frappa. Bang! 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 La galerie éclata en acclamations. Certains pleuraient, d'autres criaient des louanges. Cynthia tomba à genoux, sanglotant de soulagement. Sam inclina la tête, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vindiqué. Une semaine plus tard, la gouverneure accorda à Cynthia une grâce totale. Elle était libre. Les caméras crépitaient alors qu'elle sortait du palais de justice, sa fille Amara courant dans ses bras. Cynthia la serra fort, ses larmes imbibant les cheveux de la petite. À côté d'elle, Sam restait maladroit dans son vieux manteau, comme s'il n'osait pas croire qu'il avait sa place dans ce moment de joie. Mais Cynthia tendit la main et le rapprocha. « Sam, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu ne m'as pas seulement sauvé. Tu m'as rendu ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus sans abri. Tu es de la famille. » Les lèvres de Sam tremblèrent. Il voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Il se contenta de hocher la tête, les larmes coulant sur ses joues poussiéreuses. Les caméras capturèrent la scène, une mère milliardaire embrassant un homme brisé devenu son sauveur. La nation entière regardait, émerveillée. Cette nuit-là, Cynthia invita Sam dans son manoir. Pour la première fois depuis des années, il dormit sur un lit propre. Il resta éveillé longtemps, fixant le plafond, murmurant à lui-même. « Chinwe, Ada, je n'ai pas pu vous sauver, mais aujourd'hui, j'ai sauvé quelqu'un d'autre. Peut-être que maintenant, je peux enfin me reposer. » Dehors, Lagos bourdonnait de cette histoire du siècle. Les journaux l'appelaient le héros sans abri. Des chansons furent écrites sur lui, et dans chaque cœur, une vérité résonnait. La justice avait enfin parlé. Si vous aimez cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes.